Rebonjour à toutes et tous. Il y a Monsieur Vira qui est avec nous, qui nous attend, qui a répondu présent une semaine avant. Alors il faut dire, on l'a contacté, ça fait presque un an, Monsieur Vira, que je vous ai contacté déjà, pas tout à fait, mais bon, c'était l'année dernière, parce que, donc peut-être pour vous représenter, vous êtes chercheur en psychologie à l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse à Roubaix et membre associé au laboratoire Psytech, psychologie, interaction, temps, émotion, cognition de l'Université de Lille. Et vos travaux en psychologie sociale portent entre autres sur la relation enseignant-élève et ce qui nous intéressait particulièrement ce matin avec notre thématique Désir d'école, le pari du lien, de se dire, mais voilà, en tout cas, la transmission des savoirs, elle est forcément prise dans le lien, et à ce sens, vos travaux de recherche nous intéressaient beaucoup. Donc le plus simple, c'est que je vous laisse la parole, et puis il y aura un temps d'échange et de questions après. Merci beaucoup de votre présence, on est très contents que vous soyez là. Merci, ça va, vous m'entendez bien comme ça? C'est bon pour vous? Je suis ravi d'être là. Alors là, à distance, effectivement, vous m'aviez sollicité il y a longtemps, suite à pas mal de contraintes là sur le mois de septembre, j'avais vraiment pas la possibilité de venir jusqu'à vous, et du coup ça se faisait pas, ce que je comprends très bien. Puis finalement, cette opportunité d'intervenir quand même à distance, donc toujours moins sympa, mais bon, c'est pas grave. C'est quand même une occasion d'échanger, de vous présenter quelques éléments de mes travaux. Enfin, alors, je vais vous parler plus largement d'une thématique sur laquelle j'ai encore des travaux de recherche, même si c'est pas celle sur... Ça marche pas? Ouais. Alors ça, visiblement, c'est chez moi. Si jamais... C'est le Wi-Fi de mon institution là, qui semble instable. Si jamais ça se reproduit, vous me le dites. En secours, je passerai par un partage de connexion avec mon téléphone qui, semble-t-il, donne les meilleurs résultats. Donc si on est bloqué, vous me le dites et on va s'organiser comme ça. Très bien. On essaie. Voilà, donc je vais vous parler de la relation affective enseignant-élève, et puis ça me permettra de vous présenter quelques travaux que j'ai pu faire et que je mène encore et qui sont en cours. Alors, je vous propose de rentrer dans le sujet en vous expliquant, alors d'abord le plan, bien sûr. Je vais vous parler d'abord un petit peu des besoins sociaux des élèves, que en fait vous connaissez très bien, mais pour vous redire pourquoi moi j'en suis venu à ces sujets-là. Et ensuite, je parlerai plutôt de l'implication affective des enseignants, qui a été un peu la particularité de mon approche dans les recherches sur cette thématique. Alors, sur les besoins sociaux des élèves, la première chose que je voulais vous dire, qui sont là, sans doute des choses que vous connaissez, mais qui ne sont pas... En tout cas, moi, quand j'ai commencé mes travaux là-dessus, ça fait bientôt 15 ans maintenant, c'est pas des choses qui sont familières, en tout cas chez les enseignants, dans la formation des enseignants et à l'éducation nationale. Alors là, voici un exemple de recherche expérimentale qui date un peu. Peut-être vous connaissez les travaux de Jean Twenge aux États-Unis. Elle a travaillé beaucoup avec une méthode qu'elle a utilisée de plusieurs manières, qui consiste à réunir des personnes de différents âges. Alors là, dans l'exemple que j'ai pris, c'était des personnes de 18 ans, mais ça a été refait avec des personnes d'autres âges. Bon, là, c'était des étudiants à qui elle demande au laboratoire, dans un protocole expérimental, de prendre un temps de présentation en groupe, où chacun va se présenter pendant 15 minutes, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a fait, quels sont ses centres d'intérêt et ses projets. Ça dure 15 minutes, chacun son tour, et donc tout ça prend 1h30. C'est assez impliquant, on va dire. Et puis ensuite, les gens sont séparés, on les prend à part, en gros, et on leur demande de remplir une feuille où on leur dit, parmi les autres participants, les 5 autres participants, classés dans l'ordre de préférence, les personnes avec lesquelles vous aimeriez ensuite vous retrouver en binôme pour la suite de l'expérience. Donc en gros, qui vous avez préféré. Et donc les gens produisent ce classement. En fait, ces classements-là ne vont pas être du tout utilisés, ils servent juste à rendre crédible ce qui va se passer ensuite. Donc les gens remplissent, et puis on récupère les feuilles, et ensuite, toujours individuellement, on leur dit, attendez, il y a un temps d'attente, et puis on revient les voir, et puis là, on leur... Ça recoupe.
vais essayer d'améliorer ma connexion. Ça devrait aller rapidement. Hop. Là, on vous entend bien. Là, vous m'entendez bien. Je fais le changement de moyenne connexion, donc il y aura peut-être quelques secondes de battement, et puis je reprends. Les aléas, c'est pas grave. Ça y est? Ça y est. C'est reparti. Allez, on essaye comme ça. Et là, j'espère que ça va marcher parce que j'ai pas de plan C après. Voilà. Alors on y va. Donc je vous disais, et en fait, si ça n'a pas coupé trop tôt, donc les personnes ont classé les autres participants et puis on revient les voir et on leur dit, c'est tiré au sort, soit quelque chose à peu près comme, écoutez, bonne nouvelle, tout le monde a choisi de travailler avec vous parmi les autres participants. Soit on leur dit, je suis désolé, mais personne ne vous a classé ni en premier ni en deuxième, donc personne ne souhaite travailler avec vous. Donc ce qu'on va venir un peu titiller là, ce avec quoi on va jouer, c'est le sentiment de rejet. Et ce que va pouvoir vérifier la chercheuse avec ce type de protocole, c'est les effets à très court terme là d'une situation de rejet dans laquelle pourtant il n'y avait pas trop d'enjeux. C'est pas des gens qu'on est amené à revoir. Il n'y a pas, voilà, on pourrait se dire bon là je suis là juste pour une expérience. Mais en fait, ça va quand même produire un certain effet. Et alors, elle a fait différentes choses avec ça. Mais par exemple, ce qui est et ça c'est assez connu, puis il y a des vidéos qui circulent là-dessus, on demande ensuite aux gens, on dit alors les personnes répondent, c'est pas grave, c'est comme ça, voilà, à une autre occasion. Et on leur dit, mais vous allez quand même participer à autre chose en attendant, rentrer dans la salle d'attente, tous les trucs expérimentaux là. On les fait rentrer dans une salle d'attente dans laquelle il y a un banc avec deux côtés, à gauche et à droite. Et les deux côtés sont chacun face à un mur. Mais un des deux murs est totalement nu, alors que l'autre mur a un grand miroir. Et lorsque l'on fait ça, les gens à qui on a dit tout le monde a choisi de travailler avec vous se mettent presque tous côté miroir pour se voir dans la glace, alors que ceux à qui on a dit ça ne me fait pas plaisir, personne ne veut travailler avec vous, se mettent pratiquement tous du côté où il n'y a pas de miroir en face d'eux pour ne pas se voir. Donc là, on peut faire le lien avec l'image de soi, l'estime de soi. Dans ses travaux, parfois, elle utilise aussi d'autres choses. Elle a montré que l'agressivité des personnes augmentait à la suite du rejet. Et on peut montrer comme ça tout un tas de choses. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que là, on n'est pas encore avec nos élèves, mais parce qu'en fait, ce dont ça vient de nous parler ici, c'est un besoin social très fort. Alors on peut aussi subdiviser en différents besoins, qu'on peut nommer de différentes manières. En tout cas, là, on comprend bien qu'il y a un besoin social ou socio-affectif qui est en jeu. Dans une situation presque anodine, des gens que je ne vais pas revoir et qui va quand même transformer le comportement. Et ce genre de choses, effectivement, quand on vient du monde de la psychologie, c'est assez banal, on va dire. Je suppose avoir surpris personne en vous racontant ça. Mais pourtant, quand on vient de la psycho et qu'on arrive, alors en tout cas c'était mon cas il y a une quinzaine d'années, du côté de la recherche avec l'éducation nationale et dans les INSPE, etc., et bien l'idée que, en fait, dans le vécu au quotidien des élèves, ce qui va être en jeu, ce sont des besoins affectifs ou socio-affectifs, et bien pourtant, c'est pas une évidence. On a quand même cette tradition de l'élève cognitif qui est là pour apprendre. Vous savez, les propos d'Alain, on laisse les affects à la porte de l'école, et puis on est là, et puis c'est juste des cerveaux cognitifs qui font le boulot. Sauf qu'en fait, bien sûr, quand on arrive par la psycho, on dit mais c'est pas possible, ça marche pas comme ça. Et donc voilà, moi mes travaux, ils sont nés un peu de ce décalage où je me disais tiens, il y a des choses à faire sur les élèves pour compenser un peu ce décalage avec ce qu'on dit en psycho et qui est valable pour les adolescents, pour les enfants, pour les adultes aussi, dans toutes les situations de la vie, au travail, dans les relations avec ses proches, dans les relations avec des gens qu'on ne connaît pas. Et donc l'idée un peu de départ, moi, de mes travaux, c'était de ramener la question des besoins socio-affectifs dans la compréhension des apprentissages. J'avance un tout petit peu, du coup, et là, je vais vous donner un exemple de travaux qui ont pu être faits. Donc ça, c'était des choses dont j'ai pris connaissance au début, où moi, j'ai commencé mes travaux sur le sujet. Pareil, quand j'ai commencé mes travaux, donc en 2010-2011,
En France, c'était des sujets dont on parlait peu. Le terme de bienveillance, il n'était pas encore apparu dans les textes. La relation affective, pour un certain nombre de personnes, pas pour toutes, évidemment, c'était un peu tabou. Et en tout cas, on formait absolument pas les enseignants à ces aspects-là. Du coup, ma surprise a été grande quand, pour ma thèse, au départ, j'ai fait une grosse revue de littérature et je me suis aperçu qu'à l'international, en tout cas dans les revues spécialisées, plutôt de manière anglophone, parce que les publications sont plutôt en anglais, c'était un sujet extrêmement traité et dans lequel on trouvait beaucoup de choses intéressantes. Voici, je vais vous donner un ou deux exemples de choses qu'on peut trouver pour illustrer le sujet. Et puis c'est aussi la découverte de ce qui avait déjà été fait qui m'a poussé moi à aller travailler un certain aspect de la question que je vous présenterai du coup dans un deuxième temps. Alors voici un exemple assez intéressant qui est en Europe, aux Pays-Bas, où là les chercheuses ont demandé à des enseignants d'interagir avec des élèves un seul à la fois. Donc elles les ont fait venir dans une salle dans l'école où elles leur proposent d'interagir à partir de consignes dans lesquelles les élèves ont un travail à réaliser. Et là, elles ont observé plusieurs choses à partir des vidéos qui ont pu être codées. Tout d'abord, elles ont observé les comportements de soutien de l'enseignant, et plutôt sous l'angle du soutien émotionnel. Donc, le soutien émotionnel étant plutôt ce qui renvoie à l'élève l'impression qu'on fait attention à lui, qu'il compte pour quelque chose, qu'on l'aime bien en fait, finalement. C'est quelque chose d'un peu large comme ça, et donc pour ça, elles observent des comportements d'attention, des regards, des marques d'intérêt, des mouvements de la tête, des encouragements aussi de manière verbale, et elles vont les coder. Et pour tous les enseignants qui ont passé l'exercice, dans leurs interactions avec l'élève, elles peuvent dire, bon voilà, on a eu telle quantité de comportements de soutien. Et ce qu'elles arrivent à voir, c'est qu'en observant un autre aspect des vidéos, va y avoir un lien avec des manifestations chez les élèves de sécurité affective. Alors ici, c'est des comportements de détente, d'apaisement. On trouve qu'elles les observent de la spontanéité. À l'inverse, il y a plutôt des gestes nerveux, le regard qui va chercher à fuir, etc. sont plutôt des manifestations, pour elles, d'insécurité. Et donc ce qu'elles observent d'abord, c'est que plus il y a de comportements de soutien chez l'enseignant, et bien plus il y a de manifestations de sécurité affective chez l'élève. Ensuite, elles font encore une autre observation, et en codant les vidéos, alors c'est des personnes indépendantes qui codent les vidéos, qui regardent que cet aspect-là, elles se sont posé la question, et les élèves manifestent-ils des comportements exploratoires envers la tâche scolaire qui leur est proposée? Donc, est-ce qu'ils sont curieux? Est-ce que leur attention reste focalisée sur ce qu'ils ont à faire? Est-ce qu'ils sont autonomes ou est-ce qu'ils demandent en permanence de l'aide, etc. Elles ont défini comme ça tout un tas d'aspects qui correspondent pour elles à la manifestation finalement du système exploratoire. Et là, peut-être vous pensez déjà à la théorie de l'attachement avec le système exploratoire. Et ce dont elles s'aperçoivent, c'est que les élèves, lorsque la sécurité affective paraît plus grande, ont aussi plus de comportements exploratoires. Et là, en fait, on retrouve quelque chose de bien connu dans la théorie de l'attachement, qui est l'interaction entre le système d'attachement et le système exploratoire. Et cette idée que pour partir en exploration, il faut se sentir suffisamment sécurisé. Mais ici, l'exploration, c'est pas l'exploration c'est pas la forêt vierge où personne n'a été jusque-là. L'exploration, c'est une exploration intellectuelle dans une nouvelle tâche scolaire. Et donc, on a ce qu'on va retrouver dans plein d'autres travaux, et je vais vous redonner un ou deux exemples. Finalement, une bonne illustration de ce que propose la théorie de l'attachement. Pour apprendre, il faut explorer, il faut creuser, il faut pas paniquer lorsqu'il y a des choses qu'on ne connaît pas et qui remettent en question ce qu'on pouvait déjà connaître. Mais pour le faire, c'est plus pratique de se sentir en sécurité, de se sentir apaisé, de ne pas se sentir trop menacé. Et pour ne pas se sentir trop menacé, le type de relation à l'enseignant, mais il n'y a pas que ça qui joue, bien sûr, le type de relation à l'enseignant va participer, contribuer à cela. Je vais vous donner deux autres exemples pour illustrer ce mécanisme. Ça, c'est une expérience que je présente depuis longtemps. Alors, si j'ai déjà croisé certains d'entre vous, excusez-moi, j'aurais sans doute déjà parlé de ce travail-là parce que je le trouve vraiment très clair. Là, c'est une équipe composée de chercheurs et chercheuses, surtout autrichiennes et allemandes, qui ont, là encore, faire passer une expérience à des enfants d'école élémentaire. Mais avant cette phase d'expérience qui s'est passée dans une école, il y a d'abord eu un temps de rencontre avec les enseignants au préalable, mettons un mois avant, dans lesquels on a demandé à chaque enseignant de répondre à un questionnaire où il évaluait
pour chacun de ces élèves la qualité de la relation avec ces élèves, avec un outil assez connu, mais en gros, on avait des infos d'après l'enseignant. Quels sont les élèves avec lesquels il a des bonnes relations, c'est-à-dire l'élève lui fait confiance, l'élève vient s'appuyer sur lui quand il en a besoin, vient lui parler quand il y a quelque chose à dire, ce genre de choses. Mais qui est en fait un questionnaire qui vise à évaluer un lien sécurisant, un lien affectif sécurisant avec l'enseignant. Donc on a ces infos-là. Les élèves, lorsqu'on va aller les voir à l'école, on va leur proposer de passer des tests sur un ordinateur. Ça va être des tests de type test psychotechnique. Donc là, je vous ai mis un exemple. Donc si ça affiche bien, si vous m'entendez bien, si tout fonctionne, je suppose que certains d'entre vous ont, pendant que je parlais, regardé le test, cherché la réponse et trouvé la réponse. C'est dans le sens de la lecture, mais le but étant de trouver qu'est-ce qui va venir à la place du point d'interrogation. Il y a plusieurs propositions, il faut trouver la bonne, on coche et ça passe au test d'après. Donc on fait passer ce type de test aux élèves. Et je regarde si je vous ai mis autre chose. Voilà. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, avant de vous parler des résultats de ces tests avec les élèves, je dois vous expliquer un tout petit détail de leur expérimentation. Alors le petit détail, c'est pas qu'on leur fait boire du Coca-Cola. Non, si j'ai mis l'image de Coca-Cola, c'est parce que c'est bien connu, vous l'avez peut-être en tête, mais vous savez, dans les années 60 ou 70, Coca-Cola utilisait, mais comme d'autres, c'est pas les seuls, la technique des images subliminales pour influencer les comportements d'achat des spectateurs de cinéma. Donc pendant qu'on voyait un film, des images pouvaient passer comme ça, on n'avait pas le temps de les traiter, on va dire consciemment, mais en tout cas de manière automatique, une partie de l'information était traitée, ce qui fait que les gens achetaient plus de Coca-Cola à l'entracte, il y avait des entractes, et ils ne savaient pas pourquoi, mais ça avait un certain effet. Donc des images subliminales, on pourrait parler de techniques d'amorçage, et ça s'utilise beaucoup en psychologie expérimentale. On va faire passer des images pendant 30 millisecondes, 40 millisecondes, et ça va influencer le comportement. Il y a plein de choses qui ont pu être faites comme ça pour montrer des automatismes chez les personnes. Ça a été utilisé pour montrer des stéréotypes et des choses comme ça. Là, ici, les chercheuses, elles vont utiliser exactement cette technique-là, et pendant les tests psychotechniques, régulièrement, va passer une image que les élèves ne vont pas avoir le temps d'analyser et de voir, mais qui va quand même influencer leur traitement de l'information. Cette image, je ne sais pas si mon pointeur marche ici, mais vous la voyez dans la deuxième série, là vous voyez une photo avec une personne qui est là. Certains élèves vont avoir cette image. D'autres vont avoir celle qui est ici, ou alors plutôt pendant une série d'essais, ils ont cette première image, et puis ensuite ils ont celle-ci. La première, en fait, c'est la même que la deuxième, à ceci près qu'elle a été découpée et mélangée. Donc elle n'a plus de sens, on ne reconnaît rien. On lui a supprimé sa signification, mais elle garde les mêmes propriétés lumineuses. Donc là, c'est l'image contrôle, on va dire, pour qu'on ne puisse pas dire à la fin, oui, mais l'effet de l'image, c'est peut-être juste parce qu'on voit quand même passer une sorte de flash lumineux, et ça peut-être que ça maintient l'attention, ça tient plus concentré, et que ça va changer les performances des élèves. Donc là, on ne pourra pas expliquer les choses comme ça. Donc, qu'est-ce qu'elle a cette image, cette photo de si particulier? Eh bien, c'est la photo de l'enseignant. C'est la photo de l'enseignant des élèves qui viennent passer le test. Donc, pour chaque élève, il fallait une photo bien claire, bien nette de son enseignant. Et on va regarder si le fait d'avoir la photo de son enseignant qui apparaît de manière subliminale, on pourrait dire, va modifier la performance dans le test. Et la réponse va être, eh bien, ça dépend. Et ça dépend de quoi? Eh bien, ça dépend précisément de la qualité de la relation à l'enseignant. Vous vous rappelez, un mois avant, on avait demandé aux enseignants d'évaluer la qualité de la relation avec leurs élèves. Eh bien, les enseignants qui déclaraient avoir des bonnes relations avec tel et tel et tel élève, dans l'ensemble, ça marche assez bien. Ça nous permet d'identifier les élèves qui vont avoir une augmentation de performance lorsque la photo de l'enseignant passe à l'écran. Alors voilà, c'est des techniques très expérimentales, ça fait un peu, on est loin, ça paraît un petit peu loin de ce qui se passe réellement, mais en même temps, ça permet de mettre en évidence quelque chose différemment, si vous voulez. Moi, j'utilise beaucoup des questionnaires avec des choses plus déclaratives. Là, ça se passe sans même que les élèves puissent en avoir conscience, quoi, finalement. Et ça avait valu, une fois j'avais parlé, parce que je le prends souvent cet exemple dans un colloque, et à la fin il y avait
je pense, des facilitateurs ou des clowns qui avaient repris cet exemple-là en disant « Ah, bah c'est super, les enseignants, on n'a plus besoin de venir, on envoie nos photos et les élèves vont bien apprendre. » Voilà. C'était la blague parce qu'évidemment, si la photo produit cet effet, c'est parce que par ailleurs, il y a une relation réelle qui dure dans le temps, qui s'est établie et qui est sécurisante pour les élèves. Je vous donne encore un dernier exemple un peu de ce mécanisme entre sécurisation et finalement augmentation de la performance, ou en tout cas meilleure exploration, meilleure concentration, meilleur investissement dans la tâche cognitive. Donc finalement, un lien entre quelque chose d'affectif et quelque chose de cognitif. Pour avoir de l'énergie disponible cognitivement, il ne faut pas qu'elle soit mobilisée par un besoin socio-affectif insatisfait et prégnant. Et ça a été illustré. Alors ça, c'est plus récent, mais la méthode est intéressante aussi. Donc là, le deuxième nom, Mario Mikulincer, est quelqu'un de très très connu. C'est aujourd'hui des spécialistes vraiment reconnus de la théorie de l'attachement qui continue d'avoir une vie intense, cette théorie de l'attachement qui se développe, qui s'utilise dans des nouveaux contextes et qui réunit des chercheurs à l'international, parmi lesquels il y a un peu des têtes de file. Et ce Mario Mikulincer fait partie un peu là, des têtes de file depuis 20 ans maintenant sur la théorie de l'attachement. Et donc là, c'est un travail qui a été fait là encore avec des élèves plutôt d'âge au secondaire, des adolescents. Ça a été fait en Israël, il est israélien. Et ce qu'ils ont cherché à mesurer, c'est la persistance dans une activité, dans une tâche, dans un travail plutôt cognitif. Et la persistance, pour eux, c'est le fait de persévérer, y compris quand ça devient difficile, en restant concentré pour essayer d'atteindre, de réussir l'exercice. Mais ce qui est différent par rapport à ce qui a été fait, ce que je vous ai présenté avant, c'est que là, ils vont aller comparer les élèves en fonction de leur style d'attachement. Ou plutôt, ils vont aller s'intéresser même assez spécifiquement aux élèves plutôt insécures et insécures plutôt de type anxieux. Alors eux, ils parlent d'insécurité, enfin les styles d'attachement, ils parlent plutôt de style anxieux et évitant. Hein, ils ne reprennent pas les termes ambivalents, voilà, par exemple. Mais donc l'anxieux, hein, c'est celui, pour Mario Mikulincer et Philippe Shaver, l'anxieux, c'est celui dont le système d'attachement est en quelque sorte suractivé. C'est-à-dire qu'il va se mettre, il est un peu tout le temps à l'œuvre parce qu'il y a une insécurité chronique, éventuellement construite durant l'enfance, mais ça reste encore un sujet à discuter. En tout cas, il y a cette insécurité plutôt chronique qui fait qu'ils ont des élèves qui ont beaucoup plus besoin d'être rassurés. Et ils vont aller regarder si ça se passe un peu différemment pour ces élèves-là. Donc, d'abord, il faut passer un questionnaire sur les styles d'attachement aux élèves. Alors, c'est un questionnaire déclaratif. Par ailleurs, ils vont demander aux élèves de répondre à un autre questionnaire où ils vont évaluer la relation à l'enseignant. Et eux, ils posent des choses comme ça. C'est en gros, l'enseignant est-il perçu comme une base de sécurité? Donc, il y a des élèves sécures et insécures, mais pour tous ces élèves, on cherche à savoir s'ils trouvent que l'enseignant est une base de sécurité. Et donc, pour ça, il y a différentes choses. Mais est-ce que l'enseignant est disponible? Le genre d'item utilisé, c'est « mon enseignant est toujours là pour m'aider quand j'ai besoin de lui ». Il y a aussi la perception de l'acceptation et du réconfort de l'enseignant. Vous voyez les items, hein, « mon enseignant me fait sentir bienvenu dans la classe ». Et puis, il y a aussi, à l'inverse, là les items sont inversés, la perception de l'enseignant comme rejetant. Exemple, mon enseignant me fait me sentir indésirable, ce que ressentent un certain nombre d'élèves. Bon, là, c'est l'inverse. Donc, on a une info. Les élèves trouvent-ils leur enseignant sécurisant? On a toutes ces infos, et plus tard, on va leur faire passer au laboratoire une tâche un peu particulière à ces élèves. Donc là aussi, c'est pas très écologique, ça ressemble pas tout à fait à ce qu'on fait vraiment en classe, mais ça va permettre d'avoir des conditions très contrôlées où quelque chose va ressortir. Alors, qu'est-ce qu'on leur fait faire à ces élèves au laboratoire? Donc l'enseignant n'est pas là, mais on va leur demander, pour le groupe expérimental, de penser à leur enseignant, celui pour lequel on avait posé des questions 3 semaines avant. Pensez à lui, écrivez son nom, essayez de visualiser son visage, et puis on va là continuer, essayer de le voir, essayer de l'imaginer, etc. Donc un exercice de visualisation qui dure 1 minute. Et puis maintenant, sur une feuille, vous pouvez écrire tout ce à quoi vous pensez quand vous l'avez bien visualisé, vous l'avez bien en tête, vous avez bien pensé à lui, qu'est-ce que vous vous dites, qu'est-ce que ça vous fait penser, etc. Écrivez-le. On prend le temps de bien les faire, se mettre en tête la personne de leur prof principal. Il faut savoir que ce genre de technique, ça marche. Je ne sais pas si vous connaissez, mais aujourd'hui, il y a des approches thérapeutiques basées sur la théorie de l'attachement, où une des techniques d'apaisement pour les personnes qui sont
quand elles traversent des moments difficiles ou de stress, etc. Une des techniques qui peut être apprise dans ces thérapies-là, c'est la visualisation de ces figures d'attachement, c'est-à-dire je les mets en scène, juste pour provoquer un certain apaisement, sans même avoir besoin de les appeler, ce qui peut parfois, pour les figures d'attachement, en particulier pour les insécures anxieux, être une demande de plus, et ce qui peut être un peu lourd. Donc ces personnes peuvent apprendre en thérapie des exercices de visualisation sécurisants. Et puis, le groupe contrôle, là, par contre, l'idée, c'est de ne pas penser à l'enseignant en particulier, mais d'avoir un exercice similaire. Donc là, on leur demande un voisin avec lequel il n'y a pas de relation particulièrement intime, ni de conflit, une relation plutôt neutre, si possible. Et là, pareil, il faut écrire son nom, visualiser son visage. À la fin, on écrit les sentiments et pensées, mais normalement, on vérifie que ça donne quelque chose de beaucoup plus neutre. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on les a préparés, du coup, là, on enchaîne avec une épreuve. Une épreuve, donc là c'est la tâche cognitive, de type apprentissage scolaire, même si c'est quelque chose de particulier. Et donc là, ça va être une tâche d'association. Je vais vous expliquer pourquoi elle a été truquée. Alors normalement, il y a 16 tâches, mais qui sont toutes... il est possible de toutes les réaliser. Alors là, c'est présenté en anglais. Là, vous voyez le premier exemple. On vous propose une série de 3 mots. Plate, line et dog. Et on vous demande de trouver quelque chose qui va avec. Alors là, ça marche que en anglais, évidemment, ça ne marche pas en français, puisqu'on n'a pas l'équivalent pour plat, ligne et chien, et qui sont en anglais 3 mots qui peuvent prendre le suffixe hot, donc hot plate, hot line, hot dog, qui veulent tous dire quelque chose. Donc, dans cette série de mots, l'idée, c'est de trouver le mot hot, et on dit que c'est une tâche de créativité. Et donc, il y a une série de 16 tâches de ce type-là. Par contre, dans les 16, en fait, il y en a 4 qui ont été truquées. Alors, pourquoi truquées? C'est qu'un mot a été changé. Ici, vous voyez l'exemple. Le dog a été changé en fox, donc renard. Mais là, ça ne marche plus du tout parce que hot fox, ça n'existe pas. Donc là, trouver une solution, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, pour les élèves, il va falloir réfléchir un peu plus jusqu'à, au bout d'un moment, renoncer. Et ce qui va intéresser les chercheurs, c'est est-ce qu'ils passent un certain temps à chercher une solution beaucoup plus dure, puisque même impossible, ou est-ce que très vite, ils se découragent et passent à la suite? Alors évidemment, il ne faudrait pas y passer toute la journée, parce qu'à un moment, il faut renoncer, mais eux, ce qui les intéresse, c'est quand même plutôt l'aspect de persistance, et donc ne pas renoncer trop vite. Et donc, ils vont comparer le temps que passent les élèves sur les items impossibles par rapport au temps qu'ils passent sur les autres items, qu'ils y arrivent ou qu'ils n'y arrivent pas. Ça leur donne donc cet écart de temps, un calcul de persistance. Plus j'arrive à rester longtemps par rapport aux autres, et plus j'ai été persistant. Ça va? Vous n'hésitez pas à me... Enfin, Lauriane, si vous voyez que ça ne va pas, vous me dites, mais sinon je continue. Voici leurs résultats. Alors là, c'est un graphique, il y a beaucoup d'infos. On va le commenter ensemble, très simplement. Ici, vous avez en bas, là, en abscisse, amorçage neutre. Vous avez pensé à votre voisin. Ici, vous avez amorçage avec l'enseignant. Vous avez pensé à l'enseignant. Ok, l'enseignant avec lequel que je peux considérer ou non comme une base de sécurité. Et on va voir si ça change quelque chose. On va regarder tout d'abord ce qui se passe. Par exemple, on va prendre ces 2 premières lignes-là, c'est-à-dire les carrés, mais qui sont mis dans le sens où on met habituellement les losanges, c'est-à-dire les 2 lignes qui commencent ici. Là, vous voyez 2 points qui se trouvent là, alors que ici, les 2 points sont très distincts. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la différence entre ce point-là et ce point-là? Eh bien, ça, c'est ce qui apparaît ici, c'est high ou low. Alors, PTR, c'est là, peu importe la traduction, mais c'est le fait de considérer son enseignant comme une base de sécurité. Ceux qui considèrent leur enseignant comme une base de sécurité, c'est en blanc, et donc c'est ceux qui sont là. Vous voyez que pour eux, la persistance, qui correspond ici à la hauteur sur l'axe des ordonnées, la persistance est beaucoup plus importante lorsqu'on les a amorcés en leur faisant penser à l'enseignant. Ça augmente leur persistance. Pour les autres, on dirait que ça la diminue. En fait, la différence n'est pas tellement significative, donc on va dire que ça n'a rien changé. Et ça, c'est vrai pour ce groupe d'élèves, mais c'est moins vrai pour les 2 barres que vous voyez en haut. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Ce groupe d'élèves pour lequel on observe cet effet, c'est ceux qui sont
insécures, anxieux, ceux dont le style d'attachement est insécure, anxieux. Ceux qui sont sécures, ici, parce qu'ils comparent ça à sécure, on n'observe pas cet effet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici, la persistance dans la tâche cognitive, elle est stimulée par le fait de penser à l'enseignant à deux conditions. La première, c'est si l'enseignant est perçu comme une base de sécurité, donc ça dépend de la relation à l'enseignant. Et deuxièmement, si l'élève est plutôt insécure. Donc là, ce qu'ils observent, c'est un effet spécifique pour les élèves insécures. Et d'autres travaux ont montré qu'effectivement, certains élèves bénéficient plus que d'autres de la relation à l'enseignant. Toutefois, n'allons pas trop loin, il y a aussi un ensemble de travaux, alors pas celui-ci, qui montre que tous les élèves, alors certes plus ou moins, mais tous les élèves bénéficient d'une relation sécurisante à l'enseignant, même les élèves qui sont de bon niveau scolaire, qui sont plutôt sécures, etc., etc. Ils en bénéficient aussi, même si là, ça n'est pas apparu. Voilà un exemple qui se laisse aussi très bien comprendre avec la théorie de l'attachement et le lien entre système d'attachement et système exploratoire. Voilà, je ne vais pas vous citer d'autres études, il faut savoir, alors là c'était en 2017, mais maintenant il y en a des centaines, enfin il y en a des milliers en fait sur le sujet de la relation enseignant-élève. Ici on a une très grosse méta-analyse, une des plus connues, il y en a d'autres, hein, mais sur le sujet, qui a donc analysé ici 189 études, ce qui porte sur un total de 250 000 élèves, alors un peu partout dans le monde plutôt occidental, élèves de primaire et de secondaire, et qui montre que la qualité de la relation affective entre enseignant et élève augmente dans l'ensemble, c'est complètement établi, enfin, je veux dire, on peut plus, l'inverse est insoutenable, montre que ça a un lien assez fort avec l'engagement dans la tâche scolaire, on va dire, et que c'est en partie pour cette raison que ça a un lien aussi un peu moins fort, certes, mais que ça participe parmi d'autres facteurs, à la réussite scolaire. Donc ça, aujourd'hui, il y a des méta-analyses comme ça, il y en a plusieurs. Je veux dire, l'inverse serait totalement insoutenable. Alors, elle n'existait pas quand j'ai commencé mes travaux de recherche, cette méta-analyse-là, mais il y en avait d'autres, puis il y avait surtout cet ensemble de travaux que j'avais pu consulter. Ce qui m'a amené assez vite à me dire, mais en fait, c'est marrant parce qu'on est très mal à l'aise pour en parler à l'éducation nationale, on n'en parle pas en formation des enseignants, alors que du côté scientifique, on pourrait dire, c'est quelque chose de très consensuel et de complètement établi. Donc ça m'a amené à deux conclusions. Une première, c'est il serait donc intéressant d'en parler et de le faire savoir quand même. Ça a un enjeu social important. Mais par ailleurs, donc ça c'était intéressant. Mais par ailleurs, à l'époque où moi je commençais mes travaux de recherche, je m'étais assez vite dit, il n'y a peut-être pas besoin de continuer à mettre des recherches là-dessus, vu l'ensemble des travaux qui existent déjà. Donc ça, après, je me suis repris, j'ai dit, on peut quand même faire des travaux, mais par contre, peut-être pas pour redémontrer ce qui est déjà démontré, donc pour trouver un angle un peu particulier. Et là, je vais vous expliquer un peu quel a été mon angle de travail. Donc moi, j'en suis venu à travailler plutôt sur l'implication affective des enseignants. L'idée m'est venue tout simplement du terrain, c'est-à-dire d'enseignants avec lesquels j'avais discuté. J'étais moi-même enseignant avant d'être chercheur. Et d'enseignants qui, quand je parlais de ces travaux de recherche-là, je les découvrais. Ils m'ont dit oui, les élèves, ils y mettent de l'affectif. C'est-à-dire que les élèves, pour eux, c'est affectif, mais nous, attention, nous, on n'a pas à rentrer là-dedans. Nous, on fait notre boulot, on est juste. Et ça, après, si les élèves y mettent de l'affectif, mais nous, en étant juste, en étant investis, voilà, ça suffit. Et donc, moi, je m'étais dit, peut-être, c'est une hypothèse, mais on peut aussi faire l'hypothèse que l'implication affective des enseignants, il faudra voir de quoi on parle exactement, mais ça va quand même peut-être faciliter la perception de la relation comme étant sécurisante par les élèves. Peut-être que les élèves, ils n'attendent pas juste un enseignant juste ou impliqué, mais également impliqué affectivement, en particulier avec eux-mêmes. Et ça, les travaux qualitatifs allaient plutôt dans ce sens-là, puisque quand on demande à un élève, et il y a plein d'études sur, c'est presque un petit domaine de recherche, mais quand on demande à un élève, c'est quoi un bon enseignant? Mais c'est vrai d'ailleurs au-delà des enseignants. Eh bien, dans la réponse, il y a toujours l'élément, c'est un enseignant qui fait attention à moi, qui prend soin de moi. Alors si en anglais, c'est care, on ne dit pas forcément love, mais voilà. Et quand c'est en français, ça peut être un enseignant qui m'aime bien, qui se soucie de moi, qui se préoccupe de moi, pour lequel je compte, quoi, finalement. Et ça apparaît, y compris
Alors, il est vrai que quand les élèves grandissent, dans le secondaire, dans les attentes envers l'enseignant, il va y avoir beaucoup plus de choses disciplinaires. Quelqu'un qui maîtrise sa discipline, qui est bon dans sa discipline, qui sait très bien transmettre la passion pour sa discipline et qui sait bien nous faire apprendre. Mais l'ingrédient, mais qui se soucie de moi, qui fait attention à moi, il continue d'être présent. Il ne disparaît pas, c'est juste qu'en plus apparaît autre chose. Mais des travaux quantitatifs, à part ces travaux qualitatifs, du quantitatif, il y en avait moins. Et moi, c'est là-dessus que j'ai fait l'hypothèse à l'époque sur laquelle j'avais fait ma thèse. Et puis maintenant, ça m'a permis de faire des travaux plus récents. Je vais vous en parler. Donc moi, mon idée sur l'implication affective, ça a été de trouver une manière de la nommer. L'implication affective, c'était pas le terme, en tout cas en psychosocial, c'était pas le terme qu'on retenait. Donc j'ai passé un moment à faire un peu de biblio. J'avais pensé à la bienveillance à ce moment-là, je vous l'ai dit, c'était pas dans les textes. Depuis que c'est dans les textes, il y a aussi des chercheurs plutôt francophones qui ont travaillé avec la bienveillance. Moi, à l'époque, c'est un concept qui m'avait pas du tout séduit pour plusieurs raisons. Mais les deux principales étant, la première, bienveillance, ça peut s'appliquer à tout un tas de situations assez peu impliquantes sur le plan affectif. Et notamment, moi, j'étais tombé un jour dans le train sur une campagne de prévention qui s'appelait, je ne sais plus, mais c'était soyez bienveillants avec votre voisin. Ce qui est très bien, pourquoi pas, soyons bienveillants avec nos voisins, mais ça me semble beaucoup moins impliquant que la relation qu'on peut avoir avec un élève ou avec un jeune ou un enfant. Voilà. Donc je me disais, bon, si là on parle de bienveillance, ça ne doit pas être ça. Et puis deuxièmement, le concept, je voyais bien qu'on pouvait parler de bienveillance sans forcément de lien affectif. Et d'ailleurs, dans les chercheurs qui s'intéressent à la bienveillance aujourd'hui, il y en a il y a différentes dimensions, mais à l'école, la dimension affective de la bienveillance, c'est pas ça qui est important, c'est-à-dire qu'ils continuent d'appliquer cette espèce d'idée selon laquelle, à l'école, pas d'affect, voilà, donc la bienveillance, c'est pas du tout affectif, etc. Et ça, moi, c'est pas du tout mon approche. Donc j'ai cherché autre chose, et j'avais pensé à un moment au CARE, mais bon, le CARE, c'est plutôt un concept anglophone, ou alors après c'est plutôt une théorie politique, etc. Et un jour, en donnant une formation, j'expliquais un peu c'est le tout début de ma thèse, j'expliquais mon projet de thèse à des stagiaires, et il y a un stagiaire j'expliquais un peu, je cherche mon concept. Bon, il y a un stagiaire qui me dit, moi, je sais qu'il ne faut pas le dire, personne ne l'emploie, mais en fait, je sais très bien de quoi vous parlez. En fait, ce dont vous parlez, ça s'appelle, je me perds rien, ça s'appelle de l'amour. Tout le monde, l'amour, ça va pas, non, mais un peu pas, mais voilà, moi-même, je connaissais cette culture dans laquelle les profs ne sont pas là pour aimer les élèves, il ne faut pas dire ça. Mais ça va, je m'étais dit, tiens, c'est vrai que quand même, dit aussi simplement, pourquoi pas. Et donc je fais un peu de littérature, et en fait, je m'aperçois qu'en psychologie sociale, il y a pas mal de travaux sur l'amour, c'est d'ailleurs super intéressant, mais que pour mener ces travaux, vous l'entendez ? Oui, c'est bon. Il y a eu une microseconde de coupure, on a eu peur. Mais voilà. C'est parce que le mot amour est censuré. C'est une IA qui me censure. Donc, quand on mène des travaux sur l'amour, en général, en tout cas en psychosocial, on commence par s'appuyer sur une distinction entre différentes formes d'amour, parmi lesquelles on va trouver l'amour plutôt romantique, ou qui va avoir la dimension même érotique, etc. C'est plutôt le éros pour les termes grecs. On va avoir un amour plutôt amour-amitié. Là, ça serait pour les termes de grec ancien, ce serait plutôt philia, mais bon, la traduction n'est pas si évidente en fait. Bon, amour romantique, amour-amitié, et il va y avoir deux autres formes, dans certaines approches en tout cas. Une qui va être ce qu'on appelle, en tout cas moi je l'avais traduit en français par amour compassionnel, mais qu'on peut appeler aussi amour altruiste, c'est l'amour qui est tourné vers le bien de l'autre. C'est le agapé du grec ancien. Donc ça, ce serait une troisième forme. Et une quatrième forme d'amour qui va avec la troisième, et qui sont l'une et l'autre le pendant, enfin l'une et le pendant de l'autre. Cette quatrième forme d'amour, c'est l'attachement. En fait, effectivement, l'attachement est un lien affectif très intense, qui est une forme d'amour, mais qui va plutôt dans un sens. Alors après, on peut être attaché de manière symétrique. C'est souvent le cas dans la relation amoureuse qui dure un certain temps. Mais lorsque c'est une personne qui prend en charge les besoins de l'autre, comme dans la relation parent-enfant, voilà, l'attachement, on dit plutôt qu'il est de la personne qui a besoin d'une base de sécurité vers celle qui prend en charge ses besoins de sécurité affective. Et donc, cette forme d'amour, là, l'amour compassionnel, s'est retrouvé intégré par des chercheurs, Philippe Shaver à nouveau, etc., en disant, en fait, ça marche bien avec la théorie de l'attachement, c'est le sentiment qui est associé
à cette position d'être la figure d'attachement ou le caregiver. Et c'est vrai que souvent, dans le langage courant, on va dire « Ah, mais la figure d'attachement, elle aussi, elle est attachée. » Ah non, dans la théorie de l'attachement, c'est vraiment asymétrique, quoi. Non, elle n'est pas à proprement parler attachée, donc on pourrait dire qu'elle ressent de l'amour compassionnel là où l'enfant, par exemple, ressent une autre forme d'amour qu'on appelle attachement. Voilà l'approche théorique sur laquelle je me suis appuyé. Et donc, je me suis dit, mais cette forme d'amour-là, tiens, c'est pas inintéressant, c'est peut-être ça que je pourrais aller étudier. Alors d'abord, j'ai mené des entretiens avec des enseignants dans lesquels je me suis rendu compte que, en fait, quand ils parlaient de la relation aux élèves, on retrouvait dans ce qu'ils disaient des ingrédients qui composent ce concept d'amour compassionnel, même si eux, ils n'appellent pas ça de l'amour, mais en fait, on retrouve absolument tout, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui vous dit, excusez-moi pour l'image, hein, mais ah non, moi, je ne fabrique pas de pizza, les pizzas, c'est pas voilà, mais qui dit, mais moi, par contre, ce que je fais, je mets de la pâte, je mets de la sauce tomate, et puis éventuellement un peu des oignons, et voilà, et puis du fromage râpé. Bon, par rapport à ma définition de la pizza, il est vraiment en train de faire une pizza, mais lui, il n'appelle pas ça une pizza. Donc voilà ce qu'ont donné ces entretiens. Du coup, je me suis dit, ça serait intéressant de manière plus quantitative d'aller questionner les enseignants sur cet amour compassionnel qu'ils ressentent ou non, ou en tout cas plus ou moins fort pour leurs élèves. Et donc, la mesure que j'ai utilisée, c'est une traduction qu'on avait faite d'une échelle américaine, porte sur plusieurs dimensions. Une dimension cognitive. Est-ce que je passe du temps à me préoccuper de ce que vit l'autre? Est-ce que j'essaye de me représenter le monde un peu, cette dimension un peu d'empathie cognitive, comment lui voit-il les choses? Si je ne fais pas ces efforts-là, alors c'est plus difficile de parler de cette forme d'amour-là. Ça implique cet aspect. Puis il y a aussi une dimension comportementale, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas dire qu'on aime quelqu'un avec cet amour-là si on n'est pas prêt à faire un certain nombre de choses concrètement, à l'aider, dévouement. Alors le mot dévouement en français, il n'est pas exactement comme en anglais, quoi. C'est plutôt une sorte d'engagement très fort, quoi. Bah oui, je vais faire ça. Oui, non, je vais pas partir pile à 17h. S'il y a ça, je vais prendre le temps qu'il faut pour t'aider, parce que voilà. Donc un aspect comportemental, et puis surtout un aspect affectif, c'est-à-dire que c'est pas comme la bienveillance, on peut pas retirer la dimension affective. S'il n'y a pas cet aspect affectif, on peut pas parler d'amour compassionnel. Et donc cet aspect affectif, c'est quoi? C'est le fait qu'on ressente un certain nombre d'émotions dans plein de situations particulières. Ça, je l'avais observé, j'avais encadré un travail de recherche d'une enseignante en formation qui avait questionné des enseignants sur cet amour-là et qui s'était aperçu que plus je ressens de l'amour compassionnel, et ça correspond à la théorie, hein, mais plus je ressens certaines émotions dans certains contextes, alors lesquels, par exemple, j'ai du plaisir à être mis au contact de mes élèves. Quand je le vois qui arrive, ça me provoque du plaisir. Et ça c'est assez évident, mais en fait, c'est un bon indicateur de cet amour, de cette forme d'amour. Ça pourrait l'être aussi d'autres formes d'amour, hein, bien sûr. Mais vous voyez, c'est comme si vous débarquez chez quelqu'un à l'improviste et vous sentez tout de suite le plaisir qu'il a ou qu'il n'a pas, parce que ça se voit, les sourires authentiques. Et s'il n'a pas de plaisir, vous doutez qu'il vous aime. Moi, j'arrive, je vois bien que ça ne lui fait pas plaisir, c'est donc qu'il ne doit pas trop m'aimer. Voilà comment on l'analyse. Donc ça, chez les enseignants, on a pu l'observer également. Des émotions aussi positives lorsqu'on apprend, ou qu'on sait, ou qu'on voit que l'élève est en réussite, que l'élève est en apprentissage, ou que l'élève va avoir une orientation. Voilà. Et ça, on le retrouve beaucoup chez les enseignants. Ah, j'étais vraiment trop content pour lui, etc. Donc voilà, si on ressent tout ça, c'est bien que ce n'est pas quelque chose de neutre. Et puis aussi, et là, les enseignants avaient plus de mal en tout cas, c'est quelque chose de plus difficile à reconnaître, mais des émotions négatives. Alors, pas forcément de la colère, mais en tout cas, la tristesse, de la déception quand l'élève est en échec, quand ça ne marche pas pour lui, etc. Et en particulier quand ils n'arrivent pas à trouver de solution. Donc voilà, il y a vraiment un aspect aussi affectif et émotionnel dans cette forme d'amour-là. Et moi, la question que je m'étais posée du coup dans ma thèse initialement, même si j'ai pu publier des choses plus tardivement, c'était l'amour des profs. Permet-il de prédire la qualité de la relation affective? Ou alors, à l'inverse, la relation affective ne dépend pas du tout de l'implication de l'enseignant, de manière affective en tout cas, dans la relation. Et donc ça, là, je vais essayer d'aller un petit peu vite. C'est les tableaux qui avaient été publiés dans l'article où je reprenais les résultats de la thèse, là. Mais en gros, ça marche, c'est-à-dire que c'est plutôt mon hypothèse qui se voyait confirmée là. Plus les enseignants ressentent cette forme d'amour, et plus semble-t-il une relation sécurisante. C'est ce qui apparaît dans les coefficients qui sont, je ne dis pas de bêtises, il est où? Il est là, c'est les coefficients qui sont ici, le point 40 et le point 27. C'est les deux dimensions de l'échelle d'amour compassionnel. Les deux dimensions contribuent significativement à expliquer
la qualité de la relation affective. Je vais assez vite, mais vous me direz, mais qui a évalué la qualité de la relation affective? Dans cette enquête-là, c'était les enseignants eux-mêmes. Plus les enseignants aiment leurs élèves de cette manière-là, et plus ils disent qu'ils ont construit avec les élèves des relations sécurisantes. Il y a peut-être un biais, c'est-à-dire que peut-être ils regardent la relation comme ça, mais elle n'est peut-être pas réellement comme ça. Eh bien, j'avais fait aussi dans ma thèse un peu la même chose, mais en demandant cette fois aux élèves d'évaluer la relation. Eh bien là aussi, les élèves évaluaient comme plus sécurisantes les relations avec les enseignants, qui par ailleurs avaient déclaré des niveaux d'amour compassionnel plus élevés. Donc ça marchait également. Et puis vous allez voir par la suite, j'ai fait d'autres choses qui vont plutôt dans le sens de ce travail-là, mais qui laissent penser que ce n'était pas un biais lié au regard des enseignants sur la relation. Une autre manière que j'ai utilisée ensuite pour parler du lien entre enseignants et élèves, c'est la question du soutien. Et quand on parle de soutien, et notamment dans les travaux sur l'école, on va distinguer généralement, juste pour aller plus vite, deux formes de soutien. Un soutien qui est plutôt instrumental, ou on pourrait dire parfois instructionnel, ou même pédagogique, qui consiste à aider l'élève à apprendre. C'est tout ce qui est fourni pour qu'il puisse directement mieux apprendre, donc des explications, des feedbacks, des commentaires, des reformulations, un nouvel exercice, ah t'as pas réussi ça, bah tiens, essaye plutôt comme ça, ce genre de choses, ça va être du soutien plutôt, on va dire, pédagogique, très simplement. Et on va opposer à ça un soutien émotionnel, qui finalement est beaucoup plus large, et qui va plutôt viser à fournir un sentiment de confiance, de proximité et d'affection à l'élève. En fait, ce soutien émotionnel, qui a eu différentes définitions, moi dans mes travaux, je l'ai défini comme le fait de passer du temps et mettre de l'énergie à faire en sorte que les élèves perçoivent de l'attention et de l'empathie de la part de l'enseignant, et qui perçoivent la relation à l'enseignant comme une relation de confiance, de proximité et d'affection. Donc c'est quelque chose, c'est pas juste un soutien émotionnel ponctuel, ah là j'ai vu que tu étais triste, j'ai pris le temps, tiens ça, tu veux en parler, c'est pas juste ça. C'est vraiment plus largement ce qui permet, c'est ce que disait James House, là, qui est cité au tout début, qui avait le premier à distinguer les 4 formes de soutien, là, je les nomme pas toutes, mais, et il disait le soutien émotionnel en fait, c'est ce qui renvoie à l'autre l'impression qu'il est apprécié, qu'il est aimé. Donc là, je m'inscris un peu là-dedans. Et il y a des études assez intéressantes et qui m'ont donné l'idée d'une enquête qu'on a fait il n'y a pas si longtemps et qui a été publiée il y a quelques années. Là. Mais d'où venait l'inspiration? Elle venait d'un travail que j'avais lu ici, qui a été fait par des Suisses, où ils avaient été voir des gens qui étaient à l'hôpital en leur disant, mais finalement, est-ce que vous avez reçu du soutien pendant que vous avez été hospitalisé? Et quel soutien vous avez reçu? Et là, les gens avaient une question ouverte et devaient répondre. Et les réponses, par exemple, ça pourrait être « écoutez, pendant que j'étais à l'hôpital, ma voisine a ramassé tout mon courrier et elle est venue me l'apporter. » Donc ça, c'est du soutien instrumental. Elle m'a aidé à ce que je puisse lire mon courrier. Mais la petite trouvaille de ces chercheurs, c'était ensuite poser une deuxième question. Alors, on me dirait, quand on a plutôt une autre méthode, alors avec des entretiens, par exemple, on y arrive assez vite, mais là, donc, par questionnaire, avec des questions ouvertes, ils demandaient aux gens, vous avez décrit une aide qui vous avait été apportée, est-ce que vous pouvez prendre le temps de réfléchir à ce que ça vous a apporté vraiment? Pourquoi ce soutien a été pour vous du soutien? Et là, alors que pour la première réponse, on avait les 3/4 des réponses qui étaient du soutien instrumental, eh bien, à la deuxième question, mais pourquoi vraiment ça vous a fait du bien? Là, les réponses étaient un petit peu différentes. Et par exemple, pour la voisine qui vous avait apporté le courrier, là, la personne répondait parce qu'en fait, non pas parce que sinon ma facture, j'aurais été en retard et j'aurais dû payer plus cher. Non, c'est pas ça qu'il répondait. Il répondait plutôt parce que j'ai vu que ma voisine se souciait de moi. Et donc, dans une majorité des cas où le soutien décrit initialement était du soutien instrumental, la signification un petit peu plus profonde pour les personnes était bien une signification affective. C'est-à-dire que l'interprétation du soutien instrumental était bien une interprétation affective. Et moi, j'avais fait cette hypothèse un jour en formation avec des enseignants en disant « mais vous savez, dans un certain nombre de choix pédagogiques qu'on fait, je suppose qu'ils produisent un résultat sur les apprentissages des élèves, non pas parce que c'est des... en tout cas, pas seulement en vertu de leur qualité pédagogique, mais peut-être parce qu'ils favorisent un autre type de lien à l'enseignant. Ça s'explique peut-être par un mécanisme affectif et pas seulement cognitif. Oui, mais je me suis pris comme ça, du coup l'élève il a mieux compris, etc. Et ça, on l'avait avec une ancienne étudiante
on l'avait testé de la manière suivante, en faisant passer des questionnaires à des élèves de 4e. Alors on s'était centré sur les mathématiques parce qu'elle était enseignante de mathématiques au départ, donc ça l'intéressait. Puis parce que les maths, en tout cas au collège, c'est une matière pour laquelle il y a une grosse dégradation de la motivation des élèves. C'est pas le cas de toutes les matières, et on dit même des maths que c'est la matière la plus polarisante, j'aime ou j'aime pas du tout, ce qui n'est pas autant le cas dans les autres matières. Donc c'est une matière assez intéressante à étudier, quoi, finalement. Et on avait demandé aux élèves comment ils percevaient, alors désolé pour les termes, là on va aller vite, hein, mais la structure de but, alors certains connaissent, pour ceux qui connaissent pas, la structure de but, c'est est-ce que l'enseignant favorise plutôt les buts de maîtrise ou est-ce qu'il favorise plutôt les buts de performance? Donc les buts de maîtrise, c'est tout ce qui va pousser à bien être sûr que l'élève comprend, ça va, et tu as pu t'approprier les choses, etc. Les buts de performance, c'est tout ce qui va plutôt favoriser « Ah, bon, bah, c'est bon, tu as bien réussi alors que toi, tu as eu une bonne note. » C'est ce genre de choses. Et donc, il y a des items qui permettent aux élèves de dire si leur prof, il est plutôt tourné vers l'un, vers l'autre, enfin, parfois c'est les deux, mais... Donc ça, c'est plutôt des choix pédagogiques. Vous voyez, par exemple, les buts de performance. Dans mon cours de maths, le professeur compare les élèves entre eux. Donc là, typiquement, quand on rend les copies dans l'ordre, etc., là, ça favorise les buts de performance. C'est un choix pédagogique. Et puis, par ailleurs, vous voyez plutôt à la fin de la diapo, là, on mesurait à la fin l'engagement en mathématiques. Donc l'engagement, c'est une forme de motivation, voilà. Et l'adoption de buts de maîtrise, c'est-à-dire le fait de choisir, de vouloir travailler pour bien comprendre, pour être sûr d'avoir bien compris, qui sont les deux désirables, souhaitables, si on veut. Et donc, tout d'abord, on s'aperçoit que oui, il y a bien un lien entre les buts, la structure de buts fixée par l'enseignant et cet engagement chez les élèves, avec évidemment comme résultat que plus l'enseignant est orienté vers une structure tournée sur les buts de maîtrise, plus c'est ça qui veut favoriser, et plus effectivement les élèves sont engagés, impliqués, motivés, et plus ils adoptent des buts de maîtrise. Ok, très bien. La subtilité de cette... mais ça, on le savait déjà, en fait. C'est des choses qui étaient déjà connues. La subtilité de notre approche, là, ça a été de rajouter une autre mesure qui était la perception par les élèves de l'amour compassionnel de l'enseignant. Donc, en reprenant ce concept avec lequel moi je travaille. Et là, les items utilisés, c'est des choses plutôt du type « Mon enseignant de mathématiques passe beaucoup de temps à se préoccuper de mon bien-être. » On n'est plus du tout sur des choix pédagogiques, là. On est vraiment sur l'aspect plutôt soutien émotionnel. En fait, c'est l'échelle d'amour compassionnel que moi j'avais traduite et validée en français, qui a été adaptée, non pas pour être remplie par des enseignants, mais par des élèves qui évaluent si, selon eux, l'enseignant ressent ça ou est impliqué de cette manière à leur égard. Et là, je crois que je ne l'ai pas mis, si je l'ai mis là. Alors désolé, je n'ai pas mis les chiffres avec les flèches. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que la structure de but a bien un lien avec l'engagement des élèves et l'adoption de buts de maîtrise, mais que ce lien-là s'explique en partie par la perception d'amour compassionnel. C'est ce qu'on appelle un effet de médiatisation, je ne sais pas si tout le monde l'a bien en tête, c'est-à-dire que les variations de ceci sont associées aux variations de cela, mais en partie, mais une bonne partie, parce que c'est associé à des variations de ça. En gros, ce qu'on retrouve, c'est ce qu'il y avait dans l'enquête des Suisses, là, c'est en fait, dans les choix pédagogiques faits par l'enseignant et visibles pour l'élève, une partie de leur effet sur l'élève tient au fait qu'il se sent plus ou moins aimé dans ces choix pédagogiques-là. C'est-à-dire, je le dis encore avec l'exemple qu'on a pris là, si l'enseignant classe les élèves entre eux en fonction des notes, ce qui se passe pour beaucoup d'élèves, mais y compris pour ceux qui ont les bonnes notes aussi, c'est qu'on ne se sent pas tant que ça aimé par l'enseignant. Pour celui qui est mal classé, c'est évident, parce qu'en fait, il se retrouve, il dit, bah, s'il faisait attention à moi, il ferait en sorte que je ne me sente pas comme ça dévalorisé. Mais même pour celui qui est valorisé, il y a quelque chose de pas si flatteur que ça, parce qu'il intègre aussi que cette valorisation de l'enseignant, elle est très conditionnelle, quoi. Elle tient là à sa réussite dans l'exercice. Or, la perception d'amour compassionnel est vraiment la perception de quelque chose d'affectif, mais inconditionnel. Donc, finalement, même les élèves en réussite, ça doit avoir un effet sur eux. Là, je sais plus combien de temps il reste, mais à mon avis, pas beaucoup. Je voudrais juste vous dire encore un truc ou deux. C'est ça. Donc ça, je vais passer. C'était juste pour dire que moi, je travaille plus forcément sur les effets scolaires de la relation enseignant-élève. Donc ça, je vais pas vous le dire, je vais juste finir avec ça. Je laisse aussi de côté, je n'avais pas prévu d'en parler, mais j'ai eu par moments des travaux où je m'intéressais aux élèves, mais pas seulement à la relation à l'enseignant, mais à la relation avec d'autres personnels. J'avais pu comme ça observer
l'importance de la relation avec les personnels éducatifs, là, assistants d'éducation, qui semble jouer aussi un rôle, voilà, dans l'enquête qu'on avait menée, c'était encore avec une étudiante, là, on avait fait une com là-dessus, mais le rôle des assistants d'éducation sortait fortement, celui des conseillers principaux d'éducation un petit peu moins. Bon, bah, c'est le hasard aussi de l'organisation du collège, du nombre de personnel, etc. Donc ça, je vous laisse un peu ces travaux de côté. En tout cas, tout ce que je vous dis là, bien sûr, n'est pas lié à la relation enseignant-élève en elle-même. Elle est vraiment liée au fait d'être avec des enfants, des adolescents qui ont des besoins affectifs et mis au contact d'adultes qui, même s'ils sont là pour leur apprendre des choses, sont aussi ceux qui sont responsables d'eux une fois, deux fois et pendant un certain temps, ce qui crée des relations en particulier. Mais c'est pas forcément que les enseignants. Donc pour finir, aujourd'hui, là, moi je suis plutôt sur des travaux, j'ai plusieurs trucs en cours, non plus sur les effets de l'implication affective des enseignants, mais plutôt sur et pourquoi les enseignants s'impliquent plus ou moins dans la relation aux élèves. Et là, c'est un domaine dans lequel les choses sont un petit peu moins connues, il y a assez peu de travaux. Et là, nous, on vient de publier quelque chose très récemment, c'est sorti il y a moins d'un mois. C'est une enquête que j'avais menée il y a 2 ans, où là, en gros, on va essayer d'aller mieux comprendre qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui pousse les enseignants à s'investir dans la relation affective avec les élèves. Et donc, la technique utilisée, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais on s'appuie sur la théorie du comportement planifié, peut-être que certains connaissent. En tout cas, dans un premier temps, on va faire passer des questionnaires ouverts. On demande à des enseignants de lister tous les avantages et les inconvénients qu'il pourrait y avoir à s'impliquer relationnellement et affectivement avec les élèves. Alors les avantages, tout le monde est assez d'accord dans ce temps-là. Les élèves vont mieux apprendre, l'ambiance sera meilleure dans la classe, etc., etc. Donc ça, globalement, tout le monde est au courant. Par contre, ça va être plus variable sur les inconvénients. Et chez certains enseignants, on va avoir la peur d'une perte d'autorité si je crée trop de liens affectifs, la peur d'une confusion du type de relation, donc de limites, vous voyez, ce genre de choses. Puis il va y avoir aussi, en tout cas de manière qualitative, la peur d'être plus partial dans ses évaluations notamment, mais également dans le fait d'accorder du temps et de l'attention aux uns aux autres, avec l'idée que si on n'est pas dans une relation affective, en tout cas consciente, on sera peut-être impartial, ce qui pourrait être questionné. Et puis surtout, les enseignants évoquent aussi le côté chronophage. Ah oui, mais ça va me prendre plus de temps, alors moi j'ai déjà pas le temps, voilà. Là, je vous mets que quelques exemples d'inconvénients. En fait, on en avait toute une liste qui contient au moins 20 inconvénients. Et là, j'ai mis que ceux qui étaient le plus cités et qui correspondent un peu à ceux qui ont été trouvés par d'autres chercheurs qui ont également utilisé des méthodes qualitatives par entretien. Donc là, jusque-là, on retrouve à peu près la même chose. Après, la force de notre travail, qui s'appuie sur la théorie du comportement planifié, c'est d'aller plus loin et de dire maintenant, il nous faut un temps quantitatif. Et donc, on va demander aux enseignants à quel point ils considèrent que ces obstacles-là sont importants, c'est-à-dire à quel point ils pensent, prenons un exemple, que créer une relation affective avec les élèves va réduire leur autorité. Et ça, vous y croyez, en gros, je le simplifie un peu parce que c'est un petit peu plus compliqué, mais en gros, vous y croyez, mais à quel degré? Et on va regarder donc leurs croyances relatives à tous ces freins qu'on a identifiés, et on va regarder lesquelles de ces croyances sont statistiquement, dans un modèle statistique, explicatives de leur intention réelle, donc de fournir du soutien émotionnel, c'est-à-dire de s'engager dans une relation qui va être sécurisante pour les élèves. Et on va regarder, du coup, on va faire le tri dans ces croyances. De manière qualitative, ils disent, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et nous, on va regarder celles qui sont vraiment associées à une intention moindre de fournir du soutien émotionnel. Et là, du coup, on identifie quelques éléments intéressants, c'est ça qu'on vient de publier. Désolé, ça apparaît en anglais, mais je vais vous faire une traduction assez simple. L'idée, ce qui apparaît principalement, et qu'on pourrait retenir, et qui n'était pas forcément connu et identifié comme tel, c'est que, un des facteurs, plutôt non pas un frein, mais un levier, ce qui va pousser le plus les enseignants à s'y investir, c'est le fait de réaliser que ça va être pour eux bénéfique, plaisant, agréable. Non pas pour les élèves, c'est-à-dire ils vont mieux apprendre, etc. Ça, tout le monde est au courant. Mais l'enseignant qui se dit, et pour moi aussi, ça va être plus agréable dans mon travail, ça va l'inciter à s'investir dans la relation enseignant-élève. Ce qui fait que dans nos préconisations, on dit, quand on forme les enseignants, c'est pas la peine de passer, on peut, mais c'est pas en insistant sur les bénéfices pour les élèves que ça va marcher, mais c'est plutôt en les aidant
à se rendre compte à quel point pour eux aussi ça va permettre que leur expérience professionnelle soit plus agréable. C'est marrant quoi finalement. Ça c'est la première chose. Ensuite, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'au niveau des freins plutôt, ce qui est apparu les deux choses qui sont apparues un petit peu en tête là, c'est le fait de considérer que ça fait partie du boulot, ou plutôt de ne pas considérer que ça fait partie du boulot. L'enseignant qui ne pense pas que ça fait partie de son boulot, il a beaucoup moins l'intention d'y aller. Donc là, on pourrait voir un effet de notre culture professionnelle. Si je pense que c'est pas dans mon boulot, ça va plutôt me freiner et je vais pas y aller. Donc les changements ils doivent venir vraiment d'une espèce de culture du lien quoi, finalement à l'école. Et ça on peut le mettre en lien avec ce qui apparaît tout en bas là de mon tableau en bas à gauche, mais c'est le fait d'avoir du temps. Et quand les enseignants pensent que ça va leur prendre beaucoup de temps, ça les freine aussi. Ce qui fait que du coup, on peut mettre ça en lien. Si je pense que ça va me prendre du temps, à côté, mais je suis déjà débordé, j'ai pas le temps. Et si en plus ça fait pas partie de mon boulot, et alors pourquoi j'irais me préoccuper de ça? Moi c'est bon, j'ai déjà pas le temps de tout faire. À l'inverse, celui qui dit non, en fait, ça me prend pas tant de temps que ça, bon, finalement, et en plus ça fait partie de mon boulot, alors là j'y vais. Donc, du coup, nos préconisations, elles portent plutôt sous l'angle 1 de la formation, en disant faut essayer d'aider les enseignants à observer comment d'autres enseignants arrivent à créer du lien sans finalement y passer, ça se fait en même temps que le reste, quoi, sans y passer beaucoup plus de temps. Les aider aussi à réaliser à quel point en fait finalement c'est plus agréable, et ça a été démontré de plein de manières, hein. Les enseignants, leur plaisir professionnel il tient beaucoup à la qualité de la relation avec les élèves, même s'ils disent qu'ils ne sont pas là pour ça, ça a été mesuré plein de fois. Et puis il y a des changements qui doivent venir vraiment du regard qu'on peut porter sur le rôle de l'enseignant en fait. Et donc le changement il ne peut pas arriver que comme ça sur certains enseignants, mais c'est vraiment c'est ce qu'on dit, hein, une culture scolaire qui pourrait évoluer vers ça. Voilà, donc là, désolé, j'arrive au terme de mon temps. Donc en conclusion, j'avais jugé, parce que depuis j'ai d'autres travaux sur d'autres thèmes, mais qui ne me semblent pas nécessiter de rédiger un livre, mais comme là la culture scolaire était un peu loin sous certains aspects, j'avais estimé qu'il ne serait pas inutile de parler de tout ça, donc j'en avais tiré un livre. Ça fait maintenant plus de 5 ans déjà, mais en gros qui reprenait un peu, j'avais pas fait tous ces travaux, il y en avait d'autres, mais bon, qui souligne l'importance du besoin d'être aimé pour toutes les personnes, mais en particulier pour les élèves, même quand ils sont dans la peau d'un élève, et comment les enseignants peuvent contribuer à ça. Et en faisant ça, du coup, et même souvent sans le savoir, l'effet qu'ils peuvent avoir sur les apprentissages, bien sûr, comme on vient de le voir, avec ce simple mécanisme tiré de la théorie de l'attachement, mais il pourrait y avoir d'autres approches théoriques. Mais comment, en faisant ça, ils vont œuvrer aussi. Là, j'ai pas eu le temps de le développer, mais je vous disais, moi, j'ai des travaux qui vont plutôt sur d'autres aspects, hors apprentissage, sur le développement, c'est-à-dire sur les compétences sociales à l'école, en dehors de l'école, sur le bien-être, en dehors de l'école, sur le fonctionnement familial, sur les comportements. Moi, je travaille aussi sur les comportements délinquants, sur le rapport à la justice, aux institutions. La relation à l'enseignant, elle a des effets bien au-delà des apprentissages par ailleurs. Voilà, désolé pour le temps, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre intervention. Du coup, comme on a très peu de temps, je pensais quand même donner la priorité aux questions de la salle. Je vois qu'il y a une main qui se lève. Et puis, donc voilà, on va prendre 2 questions. Et puis après, on va limiter parce que voilà, les prochaines interventions, j'en profite pour dire, ce sera à 14h. Donc ça laisse un peu de temps, mais voilà, ça va reprendre à 14h. Alors, merci pour votre intervention. Vous entendez, monsieur Vira? Vous entendez? Alors, je vais essayer de faire en 3 points pour faire très rapide. Ma première question, question-observation, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Vous entendez? Oui, j'entends. Vous entendez? J'entends un peu. Ah, tu veux que je vienne Donc, là, vous m'entendez mieux? Oui. Je vais mettre ici, hein, c'est pas... Alors, ma première question, c'est, voilà, vous parlez à une assemblée de psychologues, l'amour compassionnel ou un autre mot, on peut lui donner plein de dimensions. Quelque part, c'est un peu, nous, un outil de travail. C'est-à-dire que souvent, on ne sait plus, finalement, en tant que psychologue et d'autres professions, hein, mais pour lesquelles c'est vraiment un outil, c'est-à-dire c'est notre... c'est un outil professionnel. Donc, quelque part, on sait le gérer aussi, parce qu'on sait que cet outil-là, il a un coût.
il coûte cet outil-là. C'est-à-dire que si c'est un peu comme l'artisan qui ouvre des pots de peinture, si vous ouvrez un pot de peinture avec une cuillère chez vous ou un tournevis, de temps en temps, ça marche bien, mais si vous êtes peintre et que vous ouvrez un pot de peinture tous les jours, vous avez besoin d'outils spécifiques. Donc moi, la question que je me pose, c'est le coût que ça a pour un enseignant d'entrer et de systématiser l'usage de cet outil. Et en exemple, je donnerai notamment toutes les formes de tutorat qui se sont développées, où d'une certaine manière, l'institution a voulu systématiser, sans lui donner vraiment ce mot-là, mais en donnant le mot de tutorat, cette mise en place d'un amour compassionnel avec une attention, etc. Et on a vu, en pratique, on a vu les écueils qu'il y a eu, c'est-à-dire que ça ne s'invente pas non plus, le fait qu'un adulte rencontre pour nous un adolescent et que cet amour compassionnel, il s'invente, il existe, il naisse. Donc la question du coût que ça peut avoir pour un enseignant. La deuxième question qui va avec, c'est face aux empêchements multiples que les enseignants rencontrent, leur propre besoin d'être aimés pour pouvoir eux-mêmes éprouver de l'amour compassionnel pour leurs élèves, puisque je pense que je rencontre beaucoup d'enseignants qui se sentant en difficulté, se sentant empêchés dans leur métier, quelque part ça se transforme en désamour, alors qu'ils... comment dire ça ? Leur tendance serait plutôt quand même à avoir de l'amour compassionnel, mais étant eux-mêmes en difficulté, se sentant peut-être même désaimés, c'est un peu complexe. Mon troisième point, mais du coup j'ai pas les références, j'avais l'impression d'avoir lu un papier qui expliquait que justement les enseignants pouvaient être dans ce type de disposition plus facilement, moins dans les empêchements par rapport au fait d'être bien avec les élèves et de développer ce relationnel, quand eux-mêmes savent qu'il existe justement, puis c'est pour faire le lien, des équipes dans les établissements qui peuvent à tout moment, face aux difficultés qu'ils rencontrent, être en possibilité de prendre en charge ce qui les met en difficulté, sans forcément les utiliser. C'est simplement le fait de savoir que c'est possible. Et que ça les soutenait justement plus facilement dans leur pratique de classe. Voilà, merci. Je peux prendre la parole là? Ouais. Merci pour vos remarques, merci pour vos questions. Alors du coup, il y en avait plusieurs. Je les ai peut-être pas toutes bien notées, mais ça m'appelle plein de commentaires. Mais faut que je fasse attention parce que là, vous venez de me lancer sur plein de choses. On pourrait en échanger longtemps, mais bon, je vais essayer d'être bref. Sur le coup, je trouve ça intéressant. J'apprécie aussi votre image du pot de peinture. J'aime bien moi aussi les images comme ça. Sur la question du coût, ça m'intéresse particulièrement parce que c'est quelque chose sur lequel je travaille, un petit peu moins chez les enseignants, mais moi aujourd'hui je travaille beaucoup sur les travailleurs sociaux. Et il y a quelque chose de très connu en travail social, c'est le coût de l'empathie, le coût de l'implication. Et moi je m'intéresse beaucoup aujourd'hui notamment au stress post-traumatique chez les professionnels. On voit classiquement comme le coût de leur implication empathique avec des personnes qui ont du matériel traumatique, etc. Ça, c'est la vision assez classique. Et là, on a publié quelque chose assez récemment. C'est un sujet, moi, qui m'intéresse bien, qui vient un petit peu... du coup, on n'a eu aucun mal à publier. Ça s'est publié très vite. C'est en anglais, je pourrais vous transmettre. Qui vient un petit peu re-questionner tout ça. En fait... classiquement, dans les modèles de la fatigue de compassion, on s'est dit, mais l'empathie, on l'a considérée comme l'empathie, c'est le fait de s'impliquer, de se mettre à la place de l'autre, etc. Et en fait, quand on regarde la manière dont c'est rapidement évoqué à ce moment-là, on n'est pas dans des travaux purement sur l'empathie. L'empathie, elle est confondue avec la contagion émotionnelle. Et nous, on a utilisé des mesures de l'empathie avec plusieurs composantes, mais dans lesquelles on va distinguer ce qu'on appelle la détresse personnelle. Donc là, c'est une manière de réagir un peu sans réussir à réguler ses propres émotions. Et on va comparer, et ça, on va le distinguer de l'empathie plutôt cognitive, mais également du souci empathique, c'est-à-dire la préoccupation pour les autres, etc. Et quand on fait ça, on s'aperçoit que ce souci empathique, donc le fait d'être impliqué, y compris dans ce que vit l'autre, n'est pas un facteur ni de fatigue de compassion, ni de symptômes de stress post-traumatique. Donc là, c'est chez des travailleurs sociaux. Mais finalement, on n'a pas de coût, comme on le dit classiquement. C'est même l'inverse. Cette
préoccupation empathique, elle est plutôt un facteur de satisfaction professionnelle et de sens au travail. À l'inverse, par contre, la détresse personnelle, donc cette manière de réagir, cette difficulté finalement à réguler ses propres réactions émotionnelles, elle, puisqu'elle est dans le modèle, elle, oui, elle a un coût, Et du coup, ce qui nous amène ensuite à la conclusion, mais est assez empiriquement validée là, si vous voulez, qu'en fait, s'il y a quelque chose à réduire, s'il y a quelque chose à faire pour se protéger, c'est certainement pas, comme on l'entend souvent, de dire oui, l'empathie un peu, mais pas trop, attention aux excès d'empathie, etc. Le problème, c'est pas l'empathie, c'est les difficultés de régulation émotionnelle. Donc, s'il y a quelque chose à faire, c'est améliorer ses capacités de régulation émotionnelle. Et ça, c'est valable aussi pour les enseignants. Et là où ça rejoint ensuite ce que vous dites, c'est que, ok, comment on améliore ses capacités de régulation émotionnelle? Et là, il y a à la fois des choses très individuelles, hein, il y a des compétences à avoir, des stratégies à développer, mais en fait, pour réguler les émotions, on utilise en permanence les autres ou même l'idée des autres. Et donc, en fait, on ne régule pas ses émotions tout seul, comme c'est évident avec un enfant qui se met à pleurer et les adultes interviennent pour l'aider à réguler ses émotions. Bon, à nos âges, on va le faire un peu plus tout seul, mais en fait, on le fait aussi avec les autres, en parlant de ce qu'on a vécu, en attendant du soutien, de l'écoute, etc. Et donc, y compris, alors là, chez les travailleurs sociaux, mais si on fait le lien avec les enseignants, eh ben, vous avez parlé de l'équipe, etc. Le coût de l'amour compassionnel, un peu comme celui de l'empathie, n'est peut-être pas un coût direct de l'implication affective. C'est peut-être un coût de l'implication dans un contexte dans lequel j'ai pas suffisamment de soutien ou dans lequel moi j'ai un peu des difficultés de régulation des émotions. Et donc, à mon avis, il faut pas se tromper de source de la difficulté, puisque les personnes qui ont de bonnes capacités de régulation émotionnelle et qui se sentent suffisamment soutenues au travail, eh bien, pour ces personnes-là, on ne voit pas de lien entre l'amour compassionnel, puisque ça, je l'avais dit en tout cas chez les travailleurs sociaux. Je ne l'ai pas fait exactement pareil avec les enseignants. Pas de lien entre l'amour compassionnel et l'épuisement professionnel, la dégradation de la santé mentale au travail, comme on peut l'observer chez les travailleurs sociaux. Et donc, il faut du soutien. Et donc ça, c'est assez important. Effectivement, dans des métiers où parfois les gens peuvent être plus ou moins ou plus facilement isolés, il faut du soutien. C'est ce qu'on dit aussi dans la formation sur la relation. C'est bien d'avoir à minima du temps d'échange, mais voire des temps d'analyse de pratique, voire on peut parler, pourquoi pas, de supervision ou d'intervision ou de choses comme ça. Tout ça, c'est très utile sur ces sujets-là, effectivement, qui sont un peu intimes et qui peuvent être, plutôt pour des raisons de difficulté de régulation émotionnelle, qui peuvent être vécues plus difficilement. Du coup, j'aurais sur la question du coût un regard un peu plus nuancé, mais je vous rejoindrai tout à fait en disant que finalement, derrière ce dont on a besoin pour bien vivre ces implications affectives, c'est également d'être soutenu et d'être dans un contexte plutôt favorable. En fait, le contexte, au-delà du soutien, il va compter de plein de manières. Vous voyez, même l'implication affective des enseignants, moi ça j'avais pu le montrer, elle est plus grande quand les enseignants se sentent plus soutenus par leurs collègues, par leurs supérieurs. En fait, ça rejoint un peu l'idée du coup. Si je me sens pas soutenu, je vois plus que c'est un risque pour moi et je me protège en m'impliquant moins. Mais le problème, est-ce que c'est l'implication affective ou est-ce que c'est d'être dans un contexte dans lequel on n'est pas assez soutenu? Mais on pourrait dire la même chose pour les classes trop chargées, etc. Sur la question du temps de travail, là, ce qu'on voit, c'est que, ah oui, mais je ne vais pas avoir le temps parce qu'il y a trop de boulot et du coup, je ne m'investis pas. Mais là, évidemment, ce n'est pas l'investissement qui est coûteux, c'est peut-être l'idée qu'on se fait de l'investissement dans un contexte dans lequel on se sent déjà en surcharge de travail. Du coup, c'est vrai que moi, à chaque fois que je fais des modèles statistiques avec tout ça, ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est assez, non seulement le choix de s'impliquer ou pas, il est quand même multifactoriel, mais surtout, c'est que ça implique des variables socio-organisationnelles, le rapport aux collègues, le rapport aux supérieurs, l'organisation, l'environnement de travail. En fait, c'est quelque chose d'assez important et sur lequel on pourrait aussi développer. Donc voilà, vous m'avez donné l'occasion juste de parler un petit peu de ça, mais évidemment, j'imagine que si on avait le temps, vous pourriez le reprendre par un autre biais, on pourrait rentrer dans un échange. Si j'avais été sur place, on aurait bien volontiers poursuivi. C'est vrai que c'est des sujets qui m'intéressent, tout comme vous, particulièrement. Un immense merci. On va vous libérer. Merci à vous. Bon appétit.